走得去邊喎？Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit compte rendu de mon passage au PIF 2023. Je tenais déjà à remercier les organisateurs pour l'accréditation. J'ai pas vu énormément de films puisque, comme chacun sait, je suis beaucoup plus spécialisé dans le cinéma de Hong Kong et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je les remercie d'autant plus de m'avoir donné l'accréditation, c'est que régulièrement, ils sortent des films hongkongais sur grand écran, récents comme anciens. L'année dernière, j'avais eu la chance de voir Detective versus Slut, donc je les en remercie. Et cette année, on est vraiment dans quelque chose d'assez prestigieux et d'assez mythique en termes de sortie, puisque on a eu la chance, avec les amis, de voir sur grand écran L'Enfer des Armes et Run and Kill. Je vais déjà vous parler de L'Enfer des Armes dans cette vidéo et puis de tout ce qui a été un petit peu autour du festival, etc. Je vais revenir sur ma séance en tant que telle et tout ça. Et je vous ferai une vidéo spéciale Run and Kill, spécialement sur la vision du film au PIF et également la vision du film, ma petite critique du film en général, ce sera pour la deuxième partie de la vidéo. En tout cas, pour cette partie déjà voilà, je les en remercie, merci pour la crède, merci d'avoir sorti ce film. Et donc je vais un peu revenir sur la vision du film, puisque en fait j'avais déjà traité de L'Enfer des Armes quand j'avais fait mon espèce de gros focus sur Tsui-Hark sur plusieurs vidéos. L'Enfer des Armes fait partie de mes films préférés de Hong Kong et de Tsui-Hark, voilà, de tous les temps. Je vous invite à revoir ma vidéo critique spécialement dessus, je développe beaucoup plus. Je sais plus exactement quel épisode c'est, mais en tout cas je vous invite à revoir la vidéo sur L'Enfer des Armes que j'avais déjà faite. En tout cas là pour cette séance, moi j'étais quand même très content de voir le film sur grand écran, parce que mine de rien, et on en parlait d'ailleurs avec des amis depuis que je suis là sur Paris depuis 2 ans, depuis Raging Fire, j'ai quand même vu un nombre assez conséquent de films hongkongais, encore une fois anciens ou récents, qui sortent ou qui ressortent. Donc ça c'est vraiment agréable, parce que ce sont des films qu'on n'aura pas l'occasion de revoir sur grand écran, ça repassera je pense jamais ou pratiquement jamais dans le futur. Donc c'est vraiment très important, et j'en ai quand même vu un certain nombre, et c'est toujours un plaisir de voir ces films sur grand écran, parce que effectivement on les a vus 1 milliard de fois sur des téléviseurs et sur des écrans chez nous, mais on les a jamais vus sur grand écran, et ça fait toujours quelque chose, quoi qu'on pense de la qualité du film, etc., ou qu'on soit, voilà. En ce qui concerne L'Enfer des Armes, donc là, c'est la version, pour replacer un peu dans le contexte, il y avait une première version, donc Director's Cut de Tsui-Hark, qui avait été diffusée à Hong Kong, mais très peu, et qui avait été remontée et découpée et censurée, en fait, puisque le contexte, on va dire, de l'époque ne permettait pas d'avoir ce type d'histoire très nihiliste, très noire, etc. Alors moi, je suis évidemment très déçu, parce que je suis un fan absolu de la version Director's Cut. Je considère que la version de L'Enfer des Armes de Tsui-Hark en version Director's Cut est un chef-d'œuvre absolu du cinéma de Hong Kong et du cinéma tout court. Donc, et probablement le plus grand film de Tsui-Hark. Donc, moi je pars vraiment d'un a priori très positif sur la Director's Cut. C'est une version qui était disponible à l'époque, puisqu'ils avaient retrouvé des morceaux qu'un mec avait mis avait fait passer de la péloche sur une vieille VHS dégueulasse pour garder les images. Et Metropolitan, à l'époque du coffret La Trilogie du Chaos, avait eu la brillante idée de sortir cette version Director's Cut avec les images de la VHS incrustées dedans, qui étaient un peu dégueulasses, mais au moins on avait la version imaginée par Tsui-Hark, beaucoup plus forte, beaucoup plus organique, beaucoup plus nihiliste, qui glisse vraiment tout seul. Vraiment, c'est un film que moi j'adore, qui glisse vraiment, et qui est dispo, que j'ai à la maison, que j'ai en dématérialisé, que j'ai en physique, que je me regarde assez régulièrement. Donc ça, c'est vraiment ma version, pardon, de base. Et c'est la vision de Tsui-Hark.
originelle. Et donc suite à la censure et aux coupes et au remontage au reshoot qu'il y a eu, c'est vrai que pour moi la version cinéma, donc la version qu'on connaît, qui est sortie sur DVD, là qui ressort, qui va ressortir en Blu-ray, qui va ressortir au cinéma, je suis beaucoup moins fan de cette version. De par ce qu'elle raconte, de par ce qu'elle, voilà, c'est beaucoup moins profond, je trouve, que la version Director's Cut, et on sort un petit peu du propos, même si quand même à 90%, on garde quand même le matériel de base, mais il y a ces petits reshoots, ces petites scènes ajoutées que moi, j'ai jamais été un grand fan, même si on retrouve à l'intérieur de ces scènes Tsui Hark, John Chum, Alex Chung, Ronnie Yu et autres compagnies qui jouent des flics d'Interpol comme ça. Moi, c'est cette histoire, voilà, ça a toujours, on sent vraiment les ajouts, on sent que c'est un peu violent, que c'est un peu, voilà, bon. Après, c'était par nécessité à l'époque de le faire pour les raisons que je vous ai dit, mais ça, voilà, je trouve que ça casse un peu le rythme et ça casse un petit peu le film. Et heureusement, plus le film avance, plus moins il y a de scènes comme ça, moins il y a de scènes ajoutées, et plus on retrouve la substantifique moelle du film original. Mais encore une fois, je trouve que moi cette séance, je l'ai vécue de manière un peu problématique par rapport à ça, c'est-à-dire que j'étais content de voir le film sur grand écran, il y avait une qualité d'image qui était optimale par rapport, je pense, aux bobines d'époque, puisque c'est quand même un très vieux film, qui a pas forcément été, les films de cette époque, de fin 70, début 80, dans ces boîtes de prod comme ça un peu obscures, ont pas toutes été bien conservées, donc forcément, c'est très difficile de trouver des copies hyper bien remasterisées, hyper correctes, etc. Ça c'est normal, donc au vu de la qualité de l'image de base et de la conservation, ce qu'on a eu, c'est quand même bien. Moi, j'ai quand même noté quelques petits défauts dans la copie de décalage de son, mais vraiment très subtil. Et puis parce que j'ai vu le film un milliard de fois et que j'arrive à voir tous les défauts, mais il y a un tout petit décalage au niveau du son, je trouve, qui était assez problématique. Moi, qui m'a encore un petit peu gâché ma vision, voilà, par rapport au décalage du son. Donc voilà, moi, j'étais quand même content de voir le film, mais encore une fois, ça ne change rien à ma vision. C'est moi la version cinéma, ça a jamais été ma préférée. Je suis jamais vraiment rentré dedans. Et là, ça a pas loupé. J'ai beau l'avoir vu dans une qualité optimale sur grand écran, etc. Eh ben, ça marche pas tellement sur moi. C'est vraiment en fait, j'explique vraiment ça dans ma vidéo sur l'enfer des armes là que j'ai fait il y a pratiquement un an. J'aime bien cette idée totalement nihiliste des Hongkongais de l'époque, qui n'ont ni passé ni avenir et qui sont obligés de voilà, un peu comme les souris dans la cage au début, sont obligés de se débattre pour survivre et pour essayer de trouver un sens à leur vie. Et je trouve qu'en fait ce truc est un peu édulcoré dans la version donc cinéma, et que ça a tout son sens dans la version Director's Cut. Le nihilisme qu'il y a dans la Director's Cut, le fait que ce soit des gamins de différentes couches moyennes, couches bourgeoises, couches pauvres, finalement se réunissent, rencontrent comme ça une fille un peu starbée, et qui finalement n'ont pas vraiment, ou leur vie n'a pas beaucoup de sens en fait. On rappelle, c'est toute une époque où Hong Kong était une colonie anglaise, mais il y avait eu des accords effectivement de rétrocession, mais les accords avaient pas encore été totalement signés, donc les Chinois de Hong Kong de l'époque savaient pas vraiment en termes d'identité qui ils étaient. Ils étaient pas anglais, ça c'est sûr. Ils étaient pas chinois parce que dans le sens au niveau du territoire, parce qu'ils étaient dans un autre territoire, puis ils ont pas avancé de la même manière qu'en Chine continentale, mais en même temps ils étaient chinois culturellement, et le traité de Nankin avait pas encore été signé, et du coup il y avait plein d'interrogations comme ça, donc il y avait des choses très intéressantes, et je trouve que la Director's Cut retranscrit beaucoup mieux ce malaise, et notamment à la fin, dans la scène du cimetière, si on prend vraiment le nihilisme du début de la Director's Cut, et puis vraiment comme ça,
la perdition dans le cimetière, la scène finale dans le cimetière, bah ça a un sens absolu hein, au niveau de la viscéralité, au niveau organique et tout. Il y a un truc dans le propos qui est vraiment qui coule vraiment comme une rivière, quoi. C'est vraiment quelque chose de très limpide. Et donc moi j'ai toujours voilà préféré, mais je l'ai répété 15 fois, mais voilà j'encourage quand même les gens à voir, parce que là il ressort au cinéma, donc j'encourage quand même les gens à aller voir L'Enfer des Armes. Ça reste quand même un très bon film malgré les coupes qu'il y a eu, mais enfin vraiment rattrapez-vous ensuite sur la Director's Cut et vous verrez que le film a un autre sens et c'est presque encore autre chose, c'est presque un film différent, et je trouve qu'il va beaucoup plus loin, il est beaucoup plus profond, et c'est une œuvre incroyable. Vraiment faut vraiment aller vers la Director's Cut après, mais disons que voilà, la version cinéma c'est bien pour se mettre en jambe, et ça reste quand même un grand classique du cinéma de Hong Kong. Et puis on a eu quand même aussi pendant avant et après le film une présentation de Arnaud Lanuc, petite question-réponse, voilà, Arnaud Lanuc, que je vous encourage tous évidemment, si vous l'avez pas encore fait, à aller voir sa chaîne La Maison du Cinéma Asiatique, grand connaisseur du cinéma de Hong Kong, hein, franchement il nous plie tous, c'est vraiment le boss du game comme disent les jeunes. Voilà, moi j'ai une vision très différente de lui par rapport dans mon rapport à la Chine, à Hong Kong, etc. On l'a un petit peu esquissé dans l'émission qu'on a fait sur Tsoyark, où on l'avait invité dans le Raging Fire Club. Mais voilà, c'est un grand connaisseur, c'est un super gars. J'ai eu la chance de faire 2-3 bouffes avec lui, et c'est vraiment un mec ultra sympathique, très drôle et très cool. Et donc voilà, humainement en tout cas, que j'apprécie aussi beaucoup, et en plus qui est vraiment quelqu'un qui est basé à Hong Kong, qui a fait des très belles rencontres, et qui a interviewé un nombre incalculable de gens, et puis donc qui était aussi à Paris pour présenter le film, et surtout pour la sortie de son livre sur Tsoyark, donc la théorie du chaos. Voilà, on l'a, comme je l'ai dit, on l'a invité pour un épisode spécial du Raging Fire Club. Voilà, c'était l'épisode 7, et on le remercie d'ailleurs encore. Et c'est 3 heures d'émission, donc je vous encourage, là vous allez savoir plein de choses sur nos rapports avec Tsoyark, donc c'était une émission très enrichissante, à la fois pour l'affaire et à faire et à écouter. C'était vraiment très intéressant, et Arnaud est un mec super cool, voilà, que je vous encourage vraiment à suivre si vous le connaissez pas. Arnaud Lanuc, donc La Maison du Cinéma Asiatique, qui était là donc à Paris ce week-end. On a passé un petit moment très cool, on allait bouffer un bout. Il m'a dédicacé son bouquin, et avec des mots qui m'ont fait plaisir, et je le remercie encore. Donc voilà, donc week-end très sympa au pif, en sachant que moi je suis pas un habitué des festivals et tout ça, et que je suis d'abord et avant tout, moi, depuis que je suis sur Paris, à la recherche de films de Hong Kong à voir sur grand écran. C'est d'abord ça qui m'anime, et accessoirement aussi évidemment de cinéma asiatique, hein. Comme vous le savez, je regarde beaucoup de cinéma indien, grâce à Jonathan, hein, grâce à mon ami Jonathan Asia, et puis quand il y a du cinéma japonais qui sort, ou même un petit peu à la marge coréen ou autre, j'essaie quand même un petit peu d'y aller aussi. Moi c'est surtout vers le cinéma asiatique que je me porte, et c'est vrai que quand on est à Paris on est comblé, et c'est toujours cool que ces festivals puissent proposer ce type de film, encore une fois, qu'on reverra pas, hein. Je pense que c'est des films qu'on reverra pas ailleurs. Alors là, par contre, pour l'Enfer des Armes spécifiquement, apparemment il va ressortir dans les salles, donc voilà, n'hésitez pas à y retourner. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire dans cette première partie. Je peux aussi vous faire un petit compte rendu des films que j'ai vus. J'ai vu un autre film, voilà, très vite fait, j'ai vu un autre petit film français d'horreur qui s'appelle Vermine, que j'ai vu avec Jonathan, que était très sympa, avec des trucs de réal très cool, mais donc j'ai été assez déçu par le 3e acte. Je m'attendais à un truc beaucoup plus intéressant. Finalement, par contre, l'acte 1 et l'acte 2 sont vraiment très bien réalisés, très profonds, très puissants. Ça monte en crescendo, et puis malheureusement sur l'acte 3 j'ai été un petit peu déçu, mais cela dit, moi je constate que dans tous les domaines,
le cinéma français depuis c'est l'année 2023 là se sort les doigts du cul et je vous ai dit tout le bien que je pensais de plein de films français là et apparemment dans plein de genres différents les bons réalisateurs et les envies de cinéma commencent à ressurgir, donc c'est toujours encourageant, donc j'encourage toujours ce type de production et en plus venant de gens qui viennent pas forcément du milieu de cinéma, alors qui viennent soit de province, soit de banlieue, soit de la campagne, soit qui viennent pas forcément voilà de familles de cinéma ou qui ont pas forcément été pistonnés dans le milieu. C'est un petit peu aussi ce qui pourrit le cinéma français à mon sens, c'est que en fait les maîtres du cinéma français et les garants du cinéma français, populaire ou non d'ailleurs, se gardent le fromage et ne prennent aucun risque. Et du coup, ça tue en fait totalement l'industrie. Mais ça, c'est pas depuis hier. Hein. Là, je tire vraiment sur une ambulance. Là, hein. Ça date d'au moins 50 ans, quoi. C'est vraiment quelque chose qui progressivement, et particulièrement ces 10-20 dernières années où là, ça s'est vraiment accéléré. Mais pour moi, il n'y a plus vraiment de cinéma français intéressant après les années 70, même si dans les années 80, 90, 2000, 2010, et même encore aujourd'hui, il y a toujours des petites choses comme ça à gratter à droite à gauche. Mais voilà. Donc, voilà, je félicite quand même les initiatives de ce type de projet où les mecs veulent faire quand même du cinéma, c'est toujours enrichissant et c'est toujours encourageant. En tout cas, voilà. Et puis aussi, je voulais vous parler brièvement de Godzilla, alors que j'ai pas vu pendant le festival parce qu'au vu de la programmation qui était beaucoup trop tard, le film était diffusé à l'ouverture à je sais plus minuit et demi, enfin moi c'était impossible, j'habite en banlieue, c'est impossible, voilà. Alors oui, j'aurais pu prendre bus de nuit, tout ça, mais on a des vies aussi, donc c'était un peu compliqué. J'ai pas vraiment compris cette programmation. Après moi je suis pas un grand habitué des festivals, hein, donc je sais pas comment ça marche habituellement, donc voilà, c'est pas faut peut-être mieux demander aux personnes concernées. Moi je connais pas trop. En tout cas voilà, bah Godzilla Minus One, je crois qu'il s'appelle, c'est ça. Fantastique. Moi, voilà, je l'ai, pareil, on l'a vu avant le film Vermine avec Jonathan. Donc, je remercie Jonathan parce qu'il m'a emmené voir ces deux films et c'était pas sans peine parce que j'avais pas forcément envie d'y aller au départ. Et finalement, il m'a un petit peu tiré. Et finalement, c'était une bonne journée de cinéma. Et puis, bah, Godzilla. Extraordinaire, on l'a vu en 4DX, donc vous savez les sièges là qui bougent dans tous les sens, qui nous envoient de l'eau et de l'air dans la gueule, etc. Alors un peu perturbant parce que finalement c'est un film tellement intense et tellement avec des vrais moments de drame, d'intensité, que quand le siège bouge pendant les scènes d'action, on a tendance à sortir un petit peu du film, mais cela dit, c'était quand même très chouette de le voir comme ça. Moi, la meilleure séance de 4DX, d'ailleurs la seule que j'avais fait avant celle-là, c'était à Hong Kong en 2019 ou 2018, je sais plus, pendant la diffusion du film Dragon Ball Broly, où j'avais pris une claque parce que là, c'était pas un grand film comme Godzilla Minus One, mais c'était un très bon film d'action avec de la baston à la fin qui dure au moins 40 minutes. Enfin, c'est une tuerie. Et là, voilà, combat de Saiyan qui s'en mettent plein la gueule, etc. Donc là, la 4DX prend tout son sens parce qu'on est vraiment transporté dans le film et c'est extraordinaire. On ressent vraiment, pour moi, je fais souvent cette phrase, mais tous les films Dragon Ball, on devrait tous les mater en 4DX, là, les films d'animation de Dragon Ball Z, il faudrait tous les voir comme ça. Enfin, c'était vraiment une séance incroyable. C'était à Hong Kong, voilà, en 2018-2019, donc c'était cool. Et j'avais pas refait de 4DX, moi, parce que je suis pas spécialement un fan absolu de ça. Enfin, voilà, je trouve ça cool, hein, mais je cours pas après. Je crois que ça coûte très cher en plus. Et mais bon, on a quand même vu Godzilla comme ça, excellent. Moi, j'ai même encore mieux aimé même que le Shin Godzilla, que beaucoup de gens adultes, que moi j'aime bien, mais après je suis pas forcément fan de tout ce qui va être voilà, moi les films de bureau, moi dès que des films se passent dans des bureaux avec des mecs dans des costards qui discutent, voilà, ça me fatigue. Mais voilà, Shin Godzilla, c'était quand même du très bon malgré tout, malgré le style du réalisateur et la mise en perspective comme ça dans des très bureaucratiques et très malgré ça, moi que je vais pas forcément me précipiter dessus, j'avais quand même beaucoup aimé Shin Godzilla à l'époque, mais je préfère beaucoup plus
le nouveau là, Minus One, je crois qu'il y a le 37e film, qui se passe à la fin, entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et puis les années 50. On va suivre le parcours comme ça, post-traumatique, d'un kamikaze qui s'est renié, et qui est pas allé jusqu'au bout de sa mission, et il va être tiraillé entre son envie de vivre et puis le déshonneur, puisque vous savez que voilà au Japon, les valeurs d'honneur comme ça sont quelque chose c'est la chose la plus importante en fait au monde, hein. Donc voilà, le film va nous parler de ça, le parcours entre l'envie de vivre et cette espèce d'humanité que le personnage veut retrouver, puis en même temps la mission et l'honneur et la honte qu'il a eu par rapport à ça, etc. Et puis Godzilla qui va être un petit peu, comme à chaque fois, cette espèce de symbolisme, d'archétype comme ça de la condition humaine et du choix des humains. Donc c'est toujours un peu les mêmes trucs, mais là on change un peu de cadre, et c'est assez passionnant. J'ai trouvé le film assez intéressant, et avec des vrais moments d'action et de scènes catastrophes et impressionnante, et en même temps des vrais moments de drame, d'émotion et de puissance au niveau de ce que ça raconte, au niveau de la dramaturgie en fait. J'ai trouvé que c'était très très intéressant, et j'ai adoré la fin. Je spoile pas, mais j'ai vraiment adoré la scène finale où ils essayent de piéger Godzilla. Là, l'intensité de la fin de cette scène est extraordinaire. Donc voilà, là je crois que le film est plus en salle, et puis qu'il va ressortir, je sais plus, en vidéo, je sais pas, je vous avoue que je suis pas trop les trucs comme ça, mais en tout cas c'était très bon. Je l'ai pas vu dans le cadre du festival, mais comme il est passé dans le festival quand même, je voulais quand même en parler. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le festival. Je remercie encore le PIF de m'avoir accordé la cred pour cette année. J'espère qu'il y aura des films de Hong Kong, des films chinois de manière plus globale l'année prochaine, et j'espère pouvoir en parler. En tout cas, merci encore à eux de prendre des risques comme ça et de sortir des films de Hong Kong, parce que je remercie toujours les gens de toute façon qui parlent de cinéma de Hong Kong ou qui sortent des films de Hong Kong, qui le fassent en bien ou en mal de toute façon. Bon là c'est très bien, mis à part ces petits défauts de copie comme je vous ai dit sur l'Enfer des armes, mais ça c'est pas forcément c'est pas de leur fait en fait. Et donc voilà, donc je remercie vraiment à chaque fois les gens, parce que le cinéma de Hong Kong est un peu le grand cinéma maudit du cinéma chinois. Déjà que la Chine et le cinéma chinois, c'est pas forcément quelque chose qui est mis en avant en France au cinéma, par rapport à tout ce qui va être Japon, Corée et même Inde aujourd'hui. Et c'est vrai que malheureusement le cinéma chinois c'est toujours un petit peu la dernière roue du carrosse, et le cinéma de Hong Kong en pâtit encore plus, parce que c'est un cinéma enfin en tout cas où l'âge d'or est révolu, et où voilà, c'est très difficile d'imposer ce type de film, parce que les gens s'en souviennent pas forcément. En tout cas je parle du grand public, donc c'est toujours cool que des éditeurs quel qu'il soit, et puis ou que les festivals ressortent ce type de film. Ça fait excessivement plaisir, qu'ils soient anciens ou récents. C'est vraiment voilà, je tenais surtout à les remercier pour ça. C'est le plus important pour moi, je trouve. En tout cas voilà, je vous ferai une partie spéciale, donc une deuxième partie de la vidéo spéciale Run and Kill, puisque là par contre je vais être dithyrambique voilà, sur Run and Kill. J'ai vraiment beaucoup aimé cette séance, donc je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. En tout cas, prenez soin de vous, vive le cinéma de Hong Kong, et je vous dis à très Making too much noise.